Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 10 juillet 2023 et on commence directement le show avec Finn Balor qui fait son entrée et qui vient sur le ring pour exprimer un petit peu son mécontentement et un petit peu ses petites failles dans le Judgment Day de ces derniers jours. Ces petites embrouilles qu'il a pu avoir avec Damian Priest ou avec d'autres membres du Judgment Day. Il vient pour s'exprimer, il vient pour raconter tout ça, mais il va se faire vite interrompre par Rhea Ripley et Dominic Mysterio. On aura Rhea Ripley qui va empêcher Finn Balor de parler, elle essaie de calmer un petit peu tout ça. Et du coup, Finn Balor va du coup quitter un petit peu le ring fâché avec le Judgment Day. Donc il va rentrer en coulisses. Rhea Ripley va prendre la parole en disant que ce qu'on a vu là, c'est un petit peu les affaires de Judgment Day. Et ça change rien au fait que Judgment Day domine Monday Night Raw depuis un petit temps maintenant. Et que s'il y a quelqu'un qui veut venir maintenant, peu importe que ce soit une fille, qu'elle vienne l'affronter. Mais elle va aussi parler de Seth Rollins qui va affronter ce soir normalement Dominic Mysterio dans un rematch de la semaine dernière. Donc Seth Rollins va faire son entrée toujours avec une tenue assez atypique. Il arrive même avec des chicken wings, il va les bouffer, enfin bref. Ça fait rire un petit peu tout le monde sur Twitter. Moi je trouve que c'est pas le genre de trucs qui me font rire. Et je trouve ça pas assez sérieux. En vrai, le fait d'avoir un champion du monde qui fait ça, c'est... Peut-être que je suis aigri sur les bords, hein, je le cache pas, mais c'est... Pour moi, c'est pas ça qu'on devrait avoir d'un champion du monde. C'est pas ce qui représente pour moi un bon champion du monde. Le fait d'avoir un champion du monde qui arrive avec des tenues décalées, qui mange qui rigole bizarrement, qui a des lunettes bizarres. Enfin bref, même Becky Lynch, de temps en temps, elle arrive avec des tenues bizarres. Pour moi, j'arrive pas à les prendre au sérieux. Et je comprends qu'il y en a qui arrivent à les prendre au sérieux parce que ça fait un petit peu partie de la culture actuelle. La typique, ça tape à l'œil directement. Les gens apprécient ça. Moi, j'apprécie pas du tout et j'ai du mal vraiment à m'y faire. J'aimais bien le côté de cette Rollins un petit peu Joker à l'époque, 2021 vers la fin et toute cette rivalité qu'il a eu avec Edge, j'appréciais énormément. Mais en 2022, je trouve que son personnage, il a pris un tournant bizarre et j'apprécie plus du tout en vrai le personnage de Seth Rollins actuellement. Je le répète encore une fois, mais Seth Rollins, j'ai hâte qu'il ait un nouveau personnage parce que j'apprécie plus du tout et j'ai juste envie d'avoir autre chose de lui. Enfin bref, c'est comme ça qu'on va se terminer le segment. En plus, je trouve que le segment n'était pas nécessaire avec Seth Rollins, ça a juste mis en place ce qui va se passer plus tard dans l'épisode de Raw, mais on aurait pu l'avoir autrement. Et même par la suite, il y aura d'autres choses qui vont se passer qui auraient pu être mis en place autrement, qui vont prendre beaucoup trop de place sur le show pour rien. Et c'est un petit peu le problème de programme de WWE en ce moment. Par la suite avec Judgment Day, puisqu'ils étaient présents durant toute l'entièreté du show, c'était le show de Judgment Day, je commence un petit peu à en avoir marre de voir Judgment Day. Ils sont présents tout le temps, ce soir ils seront à NXT en plus, ils sont tout le temps là et je comprends pas l'utilité puisque ça sert pas à grand chose. Ça avance pas. En vrai avec Judgment Day ça va encore, c'est juste un petit peu chiant de les voir tout le temps pour rien. Mais à côté de ça on a Kevin Owens et Sami Zayn qui sont tout le temps présents, certes c'est nos champions par équipe, mais il n'y a rien qui se construit avec eux. Ils ont beau être là, ils ont beau avoir énormément de temps d'antenne, énormément de segments backstage, ça avance pas énormément et ça aide personne à part eux et encore eux ça les aide pas plus que ça. Donc c'est un petit peu dommage. Mais du coup on a un segment backstage après avec Judgment Day où Rhea Ripley est toujours entre les deux, elle essaye de calmer un petit peu les tensions. On a Finn Balor qui va lui dire qu'il a des choses à régler avec Seth Rollins. Du coup il va retourner vers Seth Rollins, prendre le titre. Donc j'imagine qu'on part vers un programme Seth Rollins contre Finn Balor à SummerSlam. De toute façon il n'y a rien qui a été construit d'autre à part ça. Peut-être qu'on aura Damian Priest contre Seth Rollins, mais bon, ça m'étonnerait un petit peu. Je pense qu'on aura le rematch Seth Rollins contre Finn Balor avec peut-être une stipulation ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on part là-dessus. Et Damian Priest, du coup, il est d'accord avec Finn Balor. Il dit tu vas récupérer le titre. Et si tu t'en occupes pas, je vais m'en occuper. Et il monte sa mallette. Sauf que là, Damian Priest, lui, il comprend Finn Balor, il comprend ce que Damian Priest veut dire. Et on sent qu'il y a toujours des petites tensions là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que ça va être intéressant de voir Judgment Day ce soir à NXT. Même si vous regardez pas NXT, comme moi je regarde pas énormément NXT, c'est pas un show actuellement qui me plaît comme le NXT de l'époque qui est vraiment pour moi une merveille de show, limite un miracle dans le produit de WWE d'avoir eu le NXT de l'époque. Pour moi c'est une des meilleures choses qui arrive à la WWE, mais j'en ai déjà parlé 30 millions de fois du NXT Black and Gold et du NXT de l'époque. Mais du coup je pense que ça va être intéressant de voir l'épisode d'NXT de ce soir puisque on aura Judgment Day et les tensions risquent de continuer entre les deux même si ce sera pas vraiment le programme phare de NXT, mais je pense que ça risque d'être intéressant. Après, je suis pas méga fan de la tournure que va prendre NXT avec tout le temps ramener des superstars du main roster. J'aime bien 2-3 petits caméos de temps en temps, histoire de... C'est comme on avait à l'époque avec CM Punk qui passait à NXT, ça arrivait, on avait le caméo avec Seth Rollins, c'était intéressant parce que tu prépares la nouvelle génération. On avait Cena aussi qui avait fait une petite apparition, Randy Orton aussi. Ce genre de truc, moi j'aime bien, mais quand c'est tout le temps présent et que vraiment t'incorpores ça dans le produit NXT, je trouve que c'est peu intéressant et j'espère qu'on n'aura pas réellement un programme qui va commencer avec Judgment Day à NXT puisque ça fera aucun sens puisqu'ils sont dans le main roster et devraient être focus sur le main roster. Enfin bref, je pense qu'on a plus ou moins tous la même idée là-dessus. Mais du coup voilà, ça continue encore une fois avec les tensions avec Judgment Day.
Entre temps, on a eu un match par équipe entre Drew McIntyre et Matt Riddle contre Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. C'était déjà prévu la semaine dernière. On a eu le match a duré assez longtemps en vrai. Tous les matchs de Monday Night Raw n'ont pas duré, enfin ils ont pas eu, c'était pas des matchs très courts comme on a pu avoir ces dernières semaines, mis à part un match mais qui était vraiment prévu pour ça. Là on a eu des matchs assez longs et ça fait plaisir, même si le match n'était pas non plus excellent, ce match par équipe là. Mais ça reste un bon match, premier match de Drew McIntyre depuis WrestleMania. C'est plus Drew McIntyre de l'époque où vraiment brutal, etc. C'est plutôt un Drew McIntyre assez soft et c'est ce que je reproche un petit peu à la WWE d'avoir rendu Drew McIntyre un petit peu doux, avoir adouci Drew McIntyre. En plus, ça arrange pas les choses avec Matt Riddle qui est incorporé dans cette feud là. Le Drew McIntyre épais, écossais, avec son petit kilt, moi je suis pas méga fan. J'aime bien le Drew McIntyre un peu plus neutre, mais un petit peu plus brutal, comme à l'époque de NXT ou ses débuts dans le main roster, que ce soit en heel ou que ce soit en face. Même ses débuts en face, quand on gagne le Royal Rumble, etc., où il n'y avait pas réellement cette histoire d'épée et toute cette mythologie, si je peux dire ça comme ça, autour de Drew McIntyre. J'appréciais énormément et c'est un petit peu ce que je reproche au Drew McIntyre d'aujourd'hui et ce qui fait que je m'investis pas assez dans Drew McIntyre, qui est pour moi un excellent catcheur, mais voilà. Du coup, Victor Drew McIntyre et Matt Riddle qui remportent le match. À la fin du match, on a Gunther qui intervient. Enfin, il va prendre les pieds de Drew McIntyre, mais il va se faire attaquer par Matt Riddle à ce moment-là. Ensuite, Drew McIntyre va mettre un Claymore à Giovanni Vinci, il me semble, pendant que Matt Riddle, lui, fait un ankle lock à Ludwig Kaiser pour remporter le match. Donc, victoire Drew McIntyre et Matt Riddle. Et par la suite, il y aura un truc intéressant, mais qui m'intéresse peu parce que ça me fait peur un petit peu. C'est que, un petit peu à l'image de ce qu'on avait l'année dernière avec Ludwig Kaiser et Gunther, là, on va avoir Gunther qui va être énervé face à Giovanni Vinci, qui perd le match évidemment. Et il perd, enfin, je pense que c'est pas la première fois qu'il perd des matchs de Giovanni Vinci, c'est pas la première fois en tout cas qu'il se prend le tombé, c'est assez habituel. Et il est énervé face à Giovanni, enfin, il est énervé contre Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser aussi, et il se barre et il laisse Giovanni Vinci tout seul. J'ai peur de ce que peut faire la WWE avec ça. On sait que la WWE aime bien teaser 2-3 petites ruptures de clans. Ils aiment beaucoup faire ça quand ça fonctionne. Là, je sais pas si Triple H il est toujours dans cette optique-là de séparer les factions qui fonctionnent. Ce serait un petit peu dommage parce qu'Imperium, il n'y a pas besoin de créer un truc. En vrai, c'est intéressant de séparer des factions quand tu peux ressortir quelque chose de grand par rapport à tout ça, comme le Shield à l'époque. Tu savais que peu importe si tu séparais la faction, tu savais que Seth Rollins allait bien s'en sortir par la suite puisque c'est un grand catcheur solo, Tyler Black, etc. Roman Reigns, il avait du futur et Dean Ambrose, c'est un super catcheur. Alors que là, tu fais ça avec Imperium, certes, c'est tous les trois des excellents catcheurs, mais t'enlèves Giovanni Vinci d'Imperium, il survit plus à la WWE. Ensuite, on était censé avoir le match entre Seth Rollins et Dominic Mysterio, mais Seth Rollins va se faire attaquer par Judgment Day. Et plus tôt dans la soirée, on a eu un segment backstage avec Judgment Day qui interagissait avec Kevin Owens et Sami Zayn. Donc encore une fois, quand je vous dis qu'ils sont présents tout le temps partout, et surtout là où il faut pas être, c'est vraiment ce qui se passe. Puisque Rhea Ripley, elle est là partout alors qu'elle a aucun programme. Même s'il y a 2-3 petits trucs qui avancent avec Raquel Gonzalez ou Raquel Rodriguez, je sais même plus c'est quoi son nom actuellement. Programme qui m'intéresse peu, même si ça risque d'être un match intéressant. On a déjà eu Rhea Ripley contre Raquel à NXT et c'était un programme, un gros programme, donc pourquoi pas. Mais est-ce que ça mérite vraiment un match à SummerSlam? Je sais pas, je suis vraiment pas fan de ce que propose Rhea Ripley en ce moment. Elle est partout sauf là où elle doit être. Et c'est juste dommage. Mais du coup Seth Rollins sera attaqué par Judgment Day, mais Kevin Owens et Sami Zayn vont venir aider Seth Rollins. Et tout ça, ça va nous mener à un traditionnel match dans le main event. Six-man tag team match, du coup, Judgment Day contre Kevin Owens, Sami Zayn et Seth Rollins. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est la construction assez basique actuellement à la WWE. Et je trouve ça assez dommage. Enfin bref, ensuite, on a Ricochet qui arrive sur le ring pour son face-à-face avec Logan Paul, pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Ricochet et Logan Paul qui sont attaqués en backstage un petit peu après Money in the Bank, il me semble. Mais c'est un petit peu le problème avec Logan Paul, puisque comme il n'est pas présent chaque semaine, il trouve très peu de moyens pour construire un programme avec lui. Donc la facilité, c'est ce qui arrive un petit peu quasi à chaque programme de Logan Paul, c'est que soit Logan Paul va dire un truc dans son podcast qui va faire que ça va alimenter un petit peu le truc, ou soit ce sera l'adversaire de Logan Paul qui va alimenter un petit peu le truc sur les réseaux sociaux, sur les plateaux comme on avait eu avec Seth Rollins. Ça fait déjà 3-4 fois qu'on a la même chose avec Logan Paul, et je trouve ça peu original, et c'est un petit peu dommage parce que c'est le seul, on dirait ils ont plein d'inspiration, c'est le seul moyen pour faire un programme avec Logan Paul, et dommage pour lui. Enfin, dommage pour lui, moi je m'en fous un petit peu, mais surtout dommage que ce soit si peu original, quitte à avoir un programme, au moins que ce soit original pour qu'on s'amuse un petit peu. Même si je trouve que le programme reste assez intéressant avec Ricochet et Logan Paul. On a Ricochet qui arrive dans le ring, il va faire une promo pas top, mais bon, c'est un petit peu le problème avec Ricochet. Il est pas bon au micro, c'est dommage, j'aime énormément Ricochet, c'est un de mes catcheurs préférés, mais il est pas bon au micro. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait aider Ricochet, je sais pas, Cody Rhodes, il est hyper bon au micro. Je pense que Cody Rhodes c'est un petit peu le mentor un peu de tout le monde, un petit peu toute cette new gen de superstars, même si
Cody Rhodes en faisait partie pendant un long moment. Je pense que Ricochet, je pense que Cody Rhodes, quelqu'un comme Cody Rhodes devait prendre Ricochet à partie et je sais pas, aider Ricochet à évoluer au micro parce que c'est vraiment pas son fort. Et s'il veut passer le step en plus à la WWE, même si je pense que ça risque de pas arriver, il faudrait qu'il s'améliore un petit peu au micro et qu'il prouve un petit peu à tout le monde que lui aussi il peut s'améliorer. Comme des Roman Reigns n'étaient pas bons au micro à l'époque, a réussi à s'améliorer, même si c'est pas du tout la même chose. Ricochet on lui donne pas grand chose alors que Roman Reigns à l'époque on lui avait tout donné sur un plateau d'argent pour qu'au final ils mettent quasi 7 ans avant de réussir à faire les choses correctement. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc encore une fois, Ricochet fait une promo parole, il va se faire interrompre par Logan Paul qui lui va faire une plutôt bonne promo, mais bon, c'est pas difficile pour Logan Paul qui a vraiment un talent pour ça. Il va critiquer Logan Paul sur son physique, il va dire qu'il est chauve, etc. Il va parler de son podcast, etc. Enfin bref, pas grand chose d'intéressant, c'est juste un petit peu du clash et ça fait rire un petit peu tout le monde sur internet. Mais Ricochet, lui, il va pas réussir à dire grand chose, il va pas réussir à sortir grand chose de face à face avec Logan Paul en promo et c'est un petit peu dommage. Mais à un moment donné, Logan Paul il va faire comprendre à Ricochet qu'il s'en fout de Ricochet et qu'il veut pas de match face à lui. Tu peux me demander d'avoir un match face à toi, et j'ai pas le temps pour toi, t'es Ricochet, t'es un petit peu mon petit. Alors que Ricochet évidemment il apprend le catch à Logan Paul tous les jours. Mais il montre à Ricochet qu'il s'en fout de lui et que ça n'importe peu. Donc à ce moment-là, Ricochet il a qu'une seule solution. Il va reprendre le petit move qu'il a fait face à Velvet Dream à l'époque. Petit flip au-dessus de la troisième corde. Il arrive face à Logan Paul, même si le plan de ce move-là n'était pas très très bien filmé. Un peu dommage. Mais c'était un gros moment à NXT. À l'époque, c'était vraiment très très marquant parce que c'est un petit peu pareil. Velvet Dream, il avait tout ce que Ricochet n'avait pas. Et au contraire, Ricochet, lui, il avait le in-ring, il avait le talent, il avait tout ce talent physique et athlétique que Velvet Dream n'avait pas tant que ça. Finalement, même si Velvet Dream, c'était un super bon catcheur. Et à l'époque, Velvet Dream, il avait dit qu'il savait faire tout ce que Ricochet savait faire. En plus de l'avoir vraiment brûlé en promo, et Ricochet savait pas quoi dire à ce moment-là. Il avait cette solution-là à l'époque, faire un flip au-dessus de la troisième corde pour prouver que ça, tu sais pas le faire, Velvet Dream. Et puis il demande à Velvet Dream de montrer si ça aussi il sait le faire. Et c'était un gros moment à l'époque. Ils ont essayé de reproduire ce moment-là avec Logan Paul. C'était peut-être le bon moment de le faire aussi. Mais sauf que le problème, c'est que Logan Paul, il a continué en disant que c'était un truc cool. Mais c'était un truc cool pour faire un TikTok. Et que c'était finalement pas assez intéressant. Donc à ce moment-là, Logan Paul, il fait genre, il s'en va. Il se retourne, il va essayer de mettre une grosse droite à Ricochet qui va l'esquiver. Une deuxième grosse droite, mais Ricochet va esquiver. Et puis Ricochet va faire maintenant il l'utilise assez souvent, slice bread à la Brian Kendrick. Et puis ça va se terminer là-dessus. Je trouve qu'il y a quand même une assez bonne pop pour Ricochet. Ça change de ces dernières semaines où vraiment il y a peu de pop. Enfin, ces dernières semaines pas réellement, mais à l'époque Ricochet n'avait pas énormément de pop. Là vraiment Ricochet il a une bonne réaction de la foule, même si les gens ne trouvent pas. Moi je trouve que c'était assez, pas assez bruyant non plus, mais c'était quand même mouvementé et pas vraiment plat. Donc c'est bien pour Ricochet, je suis quand même hypé par ce programme-là, je pense que le match peut être très très bon. Je me rappelle que Cody Rhodes dans le podcast avec Logan Paul, il avait parlé de Ricochet en disant que il avait affronté Ricochet sur le circuit indépendant et qu'il fallait qu'il regarde le match entre Ricochet et Will Ospreay parce que c'était vraiment une révolution en termes de in-ring à l'époque et que vraiment ça faisait parler beaucoup. J'espère que Logan Paul va réussir à s'inspirer de tout ça et de ce que Ricochet a pu faire de grand sur le circuit indépendant. Parce que je pense que ce match-là peut voler la vedette s'il leur laisse assez de temps. Et en espérant qu'ils vont pas enlever ce match-là à SummerSlam. Parce qu'il y a quand même 10 matchs pour SummerSlam. Enfin 10 matchs potentiels, ils sont pas tous officiels. Ça fait beaucoup, sachant que Triple H c'est plus trop dans ses plans de mettre énormément de matchs en pay-per-view. On va voir. Mais pour l'instant je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Ensuite, Becky Lynch a affronté Zoey Stark. Tout le monde a cru que le match allait pas avoir lieu puisque, à ce qui paraît, Becky Lynch était blessée et qu'elle n'était pas tout de suite autorisée à revenir sur le ring directement. Finalement, le match a bien eu lieu et en plus, le match il était super bon. Ils ont laissé assez de temps pour Becky Lynch et Zoey Stark. Zoey Stark a bien pu prouver dans ce match-là. D'ailleurs, elle va remporter son match face à Becky Lynch d'une manière, encore une fois, controversée comme la WWE a l'habitude de le faire. Il donne peu de victoires clean en weekly ou même en pay-per-view. Et une fois que c'est des victoires clean, en général, c'est vraiment parce que c'est censé être une victoire clean, des squash, etc. Mais en weekly, c'est très très rare d'avoir des victoires normales et pas des victoires assez controversées. Même si ça reste une bonne victoire pour Zoey Stark qui arrive à battre Becky Lynch. Grand moment pour elle. Elle va faire un roll-up sur Becky Lynch à la fin, mais c'était un super bon match. Et j'ai hâte de voir la suite pour Zoey Stark. Ensuite, on a eu un match rapide entre Shayna Baszler et Emma. Très dommage pour Emma qui a fait un retour vraiment catastrophique à la WWE. Elle enchaîne les défaites, elle enchaîne les squash. Et là, elle va se faire squash par Shayna Baszler. Donc c'est pour la bonne cause. Et Shayna Baszler va du coup remporter le match avec son Kirifuda Clutch. Tant mieux finalement. Mais après le match, on aura Ronda Rousey qui va arriver pour attaquer Shayna Baszler.
Contrairement à la semaine dernière, Shayna Baszler va pas réussir à se défendre face à Ronda Rousey. Mais le programme continue, je suis quand même toujours hypé par ce programme-là. J'aurais espéré peut-être un petit peu plus de construction, mais bon, le show était quand même assez chargé. Et j'espère que le match à SummerSlam va être bon, parce que ça me commence à me faire peur cette histoire de 10 matchs sur la carte, et on risque d'en avoir un petit peu plus. Je pense qu'ils vont écourter beaucoup de matchs, beaucoup de temps de match, et j'espère que Shayna Baszler contre Ronda Rousey en fera pas partie, même si un squash de Shayna Baszler sur Ronda Rousey, ça me dérangerait pas du tout. Je pense que c'est le moment pour rétablir Shayna Baszler, et il faut le faire correctement, et un squash, ça ne ferait pas trop de mal à Ronda Rousey qui risque de partir juste après ça. Mais j'ai hâte de voir le retour de Shayna Baszler qui était vraiment un monstre. Un monstre, que ce soit sur le ring ou dans son personnage à NXT. J'ai hâte de revoir cette Shayna Baszler là. Ensuite, on a eu Cody Rhodes qui arrive sur le ring pour faire une excellente promo. Beaucoup de gens ont dit que cette promo était ennuyante. Moi, je trouve que la promo était super bien. Je dis beaucoup de gens, mais vraiment, c'est une minorité de personnes qui n'ont pas aimé cette promo de Cody Rhodes, qui surjoue beaucoup dans ses paroles. Mais bon, c'est Cody Rhodes, et je trouve qu'il donne de la vie un petit peu à ses promos. Et pour moi, c'est tout ce qu'il faut pour être intéressant en promo. Il va parler de Brock Lesnar, il va faire une allusion que Brock Lesnar, enfin, il va dire qu'il a fait une découverte, qu'on a tous un Brock Lesnar dans notre vie. Ça peut être des dettes, ça peut être avoir la peur des hauteurs, ça peut être peu importe. Tous les problèmes qu'on a dans la vie, on a tous un Brock Lesnar. Sauf que Cody Rhodes, lui, son Brock Lesnar, c'est une bête sur le ring. Et il a vraiment envie de terminer ce chapitre à SummerSlam. Il a envie d'avoir un dernier match face à Brock Lesnar à SummerSlam pour enfin terminer ce chapitre que Brock Lesnar a commencé pour aucune raison. Et il fait bien de le mentionner parce que Brock Lesnar, il a commencé ça pour zéro raison. Et c'est ce qui rend pour moi cette promo intéressante. C'est que Cody Rhodes, lui aussi, arrive à le mentionner. C'est peut-être une décision qui a été faite en interne, pas réfléchie. Et finalement, c'est un petit peu le problème de l'équipe créative qui a vraiment fait cette attaque de Brock Lesnar pour zéro raison sur Cody Rhodes. Ils n'ont pas cherché à la justifier. Et Cody Rhodes, malgré que ce soit un choix de l'équipe créative, il arrive à le mentionner. Je trouve ça hyper intéressant. Et il termine par dire qu'il lui faut ce match-là parce que le prince veut être le prochain sur la file d'attente. Et c'est pas qu'il veut, c'est que le prince sera le prochain sur la file d'attente. Donc voilà, ça m'a hypé cette promo. On sent que Cody Rhodes est sur la fin de cette histoire de rédemption avec Brock Lesnar, même si on a encore du chemin avant WrestleMania 40, avant le grand moment où Cody Rhodes sera prochain, enfin peut-être le prochain champion. On a encore du temps. Je pense que ça va continuer cette histoire de rédemption, mais il faut en terminer avec Brock Lesnar. Et le fait qu'il mentionne qu'il sera le prochain sur la file d'attente, j'ai hâte de voir la suite. Et Cody Rhodes, je suis toujours dans le train personnellement, même si on a beaucoup qui sont descendus. Moi, je suis toujours autant hype par Cody Rhodes et cette histoire qui doit terminer, que je trouve hyper pertinente, et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a eu le No Disqualification match entre le Miz et Tommaso Ciampa. Et ils ont donné assez de temps pour ce match-là, encore une fois, très surpris par rapport à ce match-là. Super bon match, c'est pas comme si je m'attendais pas à un bon match de Tommaso Ciampa et le Miz qui sont tous les deux très bons catcheurs. C'est pas une feud qui me hype personnellement, mais j'aime bien aimer ce match-là. On a eu des tables, on a eu des poubelles. Tommaso Ciampa qui a fait un super gros match où il va dominer le Miz pendant tout le long du match. Sauf qu'à la fin, une fois que Tommaso Ciampa va faire passer le Miz à travers une table avec son move qu'il fait habituellement, on aura Bronson Reed qui va attaquer Tommaso Ciampa. Pourquoi? Je sais pas. On a le Miz qui va se rallier avec Bronson Reed, donc on revient 7 mois en arrière au début de Bronson Reed. Je pensais qu'ils avaient oublié ça, je pensais qu'ils avaient abandonné cette histoire-là entre le Miz et Bronson Reed, mais non, finalement non. J'étais un petit peu déçu au départ parce que je me suis dit Bronson Reed, le Miz, vraiment est-ce qu'on a besoin de cette alliance entre ces deux personnes? C'est vraiment pas intéressant, c'est deux personnes totalement différentes, je vois pas vraiment l'utilité. Mais je pense que dans la tête de l'équipe créative, ce qui s'est passé, c'est que ils essayent de mettre en place le retour de DIY, même si je pense pas que ce soit un très grand projet pour eux, malheureusement. Moi qui suis un grand fan de DIY. Et que pour mettre en place cette histoire-là avec DIY, il faut une équipe pour affronter DIY. Et forcément, ils ont le programme qui est commencé avec le Miz et Tommaso Ciampa. Ils se sont dit, on va trouver un partenaire au Miz. Ils sont revenus quelques mois en arrière. Il y avait déjà Bronson Reed à l'époque. Donc Bronson Reed revient dans un programme. Au moins, il arrêtera d'attaquer Ricochet et Shinsuke Nakamura, qui ça mène à rien du tout. Là, on aura un réel programme. Et j'espère pas me tromper en disant que DIY sera prochainement de retour. Malheureusement, pas pour SummerSlam, j'imagine. Mais j'ai hâte de voir le retour de DIY. Et j'espère que 2024 sera l'année de Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Ensuite, Sonya Deville et Chelsea Green, les aspirants numéro 1, ont affronté du coup Kaden Carter et Katana Chance, donc un petit peu un rematch de la semaine dernière, sauf que la semaine dernière c'était dans le Gauntlet match. Donc là on a eu un rematch, victoire de Sonya Deville et Chelsea Green, c'est les aspirants numéro 1, donc ouais, assez logique. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis ce match-là juste pour mettre ce match-là. Parce qu'il n'y a rien qui est sorti de ce match-là, même si j'aime bien un petit peu les matchs random par moment. Je
pense que c'est juste qu'ils apprécient énormément Sonya Deville et Chelsea Green et qu'ils avaient envie de les mettre dans l'épisode de Raw. Et ils les ont mis. Et en plus, il y a eu un segment assez drôle avec Chelsea Green juste avant. Chelsea Green elle est vraiment excellente, elle est super drôle et j'aime beaucoup. Ensuite, on a eu le Six-Man Tag Team match entre Seth Rollins, Kevin Owens et Sami Zayn face à Judgment Day. Ce que j'ai remarqué dans ce match-là, c'est qu'on a sur 6 membres, enfin sur 6 catcheurs, on a 5 catcheurs qui sont issus de NXT. C'est énorme d'avoir 5 catcheurs de NXT dans le main event de Raw. C'était un assez bon match, victoire de Judgment Day qui remporte le match après une intervention de Rhea Ripley qui va tricher comme d'habitude. J'en ai marre de Rhea Ripley, j'en peux plus. C'est une catcheur que j'aime énormément, mais j'en peux plus de son personnage actuellement. Elle est partout là où il faut pas être, mais bon, enfin bref. Et on aura du coup Damian Priest qui va faire un chokeslam sur Sami Zayn et Finn Balor qui va mettre un coup de grâce sur Sami Zayn. Victoire de Judgment Day et à la fin on aura Finn Balor et Damian Priest qui vont se réconcilier. Construction hyper intéressante et bien jouée de la part de la WWE d'avoir fait un fil rouge comme ça pendant cet épisode de Raw ou pendant tout l'épisode de Raw. On se demande ce qui va se passer avec Judgment Day, s'ils vont vraiment se séparer pour de bon parce que on était à deux doigts avec Finn Balor qui arrive dès le départ dans l'épisode de Raw énervé comme jamais. Et finalement on termine le show avec Judgment Day qui va bien, tout est bien, qui finit bien. Et ça va nous forcer à regarder NXT par la suite puisqu'on va regarder NXT, on va se demander si Judgment Day va s'effriter, si Judgment Day va continuer de se séparer ou si ça va rester maintenant tout réconcilié. C'est vraiment une super bonne construction et assez satisfait de ça malgré tout, malgré que je suis pas un grand fan de Judgment Day. Et en plus, cette histoire avec Damian Priest qui est Mr. Man in the Bank, qu'il aurait pu cacher à n'importe quel moment dans le match face à Seth Rollins. Donc ça a rajouté de l'intrigue et je trouve que c'était super bien joué de la part de la WWE. Enfin bref, c'est la fin de cet épisode de Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à l'épisode de Raw dans les commentaires. Moi je trouve que l'épisode était assez intéressant, c'était un super bon épisode. Encore une fois, beaucoup de petites erreurs, mais l'épisode est assez satisfaisant malgré tout. Après, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont énervé, 2-3 petits clips avec Indus Sher par exemple, ou le programme avec Viking Raiders et Alpha Academy, je le trouve pas drôle personnellement. Oui, je suis aigri encore une fois, mais moi ça me fait pas rire du tout. Je m'en fous de Maxime Dupri, je m'en fous d'Otis, je m'en fous des Viking Raiders bizarres. J'aime bien War Machine, mais Viking Raiders avec Valhalla, je m'en fous complètement. Je m'en fous d'Indus Sher, en plus ils nous disent Indus Sher vont arriver, ils sont arrivés depuis 3 semaines. C'est incohérent, je m'en fous un petit peu et c'est le genre de truc qui m'énerve énormément. Mais du coup voilà, encore merci pour les 500 abonnés, on les a atteints il y a très peu. Je suis hyper content de voir comment ma chaîne évolue et ça me fait juste hyper plaisir. Et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch et les sports. Bisous bisous.